Bienvenue, Reine Mapoubi. C'est quand on arrive sur le panel, ça vaut la peine de directement saluer, dire bonsoir parce que après on va rapidement rentrer dans le fond du sujet. On va faire une deuxième introduction pour commencer la lecture. Otep, ma reine, Otep, Otep. Bienvenue. Je sais un peu occupé pour le moment, j'écoute. Il n'y a pas de souci. Merci d'être là. Merci d'être là. La reine Lovely d'amour est également arrivée. Bienvenue, ma reine. Otep, à tout le panel et à tous ceux qui sont dans les commentaires. À toi, le roi Tashwop. Honneur, Fivorce. Voilà. Otep, merci. Gratitude. Gratitude. Otep, ma reine. Bienvenue. Bienvenue. Gratitude. Voilà. Donc, maintenant que le panel est bien garni, n'est-ce pas, on a la chance aujourd'hui d'avoir deux reines sur le panel. Donc, on va introduire une courte introduction avant de commencer. Il y a le King Camara qui est là. Je vais peut-être le laisser d'abord tapoter le temps qu'on commence la lecture. Étant en bas, il pourra mieux faire le temps que je le mette modérateur. Voilà. Donc, nous avons commencé hier la lecture de ce livre. Voilà, vous voyez bien le livre juste derrière moi. Les divinités égyptiennes, leurs origines, leur culte et son expansion dans le monde. C'est une évidence pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'Égypte antique de constater, peut-être avec bonheur ou pas, que toutes les religions dites révélées n'ont rien de révélé. Toutes puisent leur source sur les textes des temples égyptiens de l'Antiquité, pour faire la différence. Donc, sur les textes des temples des Kemtui, des Kemetu, des Kamites. C'est un fait. Et le livre que nous sommes en train de lire, dès son introduction, dès la préface, c'est écrit en grand. Ernest Godard, n'est-ce pas, le dit de prime abord, pour que cela soit clair pour tous. D'ailleurs, il a pris un exemple que je n'ai pas trouvé très bien de lire, mais il fallait bien que je lise la préface, dans lequel il a parlé de comment les Occidentaux ont longtemps diabolisé l'islam sans savoir que l'islam puisait également sa source au même endroit que le christianisme. Ce qui s'est passé, c'est que les Hébreux sont arrivés en Afrique sous les invasions assyriennes vers le 8e siècle avant l'ère romaine, c'est-à-dire vers moins 800, d'accord? Et ils sont arrivés avec les Hébreux. Avant cela, il y avait déjà eu les ancêtres des Hébreux qui avaient été en Afrique. Mais eux, ils avaient été chassés sous Athmosis Ier. Ils ont fait près de 100 ans en Afrique et ils ont été chassés. Ils ont été chassés par la force parce qu'ils sont venus par la force. Vers le 16e siècle avant l'ère romaine, une horde de barbares attaquait Kemet et prit le pouvoir pour près de 100 ans. C'est pendant cette période qu'ils sont rentrés dans les temples et qu'ils ont volé des textes. C'est de ces textes qu'émaneront les histoires d'Abraham, de Moïse et même de David et Salomon. On y reviendra. Aujourd'hui, nous avons aussi la preuve que les histoires de Noé sont uniquement des histoires des Anunnaki, des Sumériens en fait. Voilà, c'est des histoires que les Sumériens avaient déjà longtemps gravées sur des tablettes, près de 3000 ans avant l'ère romaine. Donc, plus de 2000 ans, 2500 ans avant l'écriture de la Torah. Donc, ceux qui ont écrit la Torah ne connaissaient pas les histoires de la Mésopotamie et les histoires des Sumériens. Donc, ils ont pris
ils se sont basés sur des textes qui ont été volés pour rédiger ces textes qu'ils ont prétendu être des textes révélés. Nous allons encore rentrer en profondeur en lisant ce livre et vous allez découvrir que rien de ce qui prétendument a été révélé par des gens qui vivent dans les étoiles n'a été révélé. Rien n'a été révélé. Ils ont pris des histoires qui existaient déjà, ils ont falsifié et en ont fait la Torah, la Bible et le Coran. Donc, on va mettre une petite musique pour introduire la lecture aujourd'hui. Le roi Tassoop, je ne sais pas Oui, si je oui, peux ma me reine. permettre. Bien Je sais sûr, pas si vous bien sûr. m'entendez. On t'entend. Alors, Juste qu'il y a un peu de bruit, mais voilà, c'est pas merci. très grave. Voilà. Oui, ce sont les enfants qui font du bruit. Donc, Oui, pas de j'ai souci. relu le livre, enfin, le premier chapitre qu'on a lu hier. Mhm. Et je me permets j'aurais voulu vous appeler avant, puisque pour pouvoir en Mhm. parler avant, pour que je n'ai pas à faire l'intervention, mais entre-temps, Non, vous savez, vas-y, avec les enfants, c'est on a un petit peu l'introduction. bousculé de partout. Ça Et puis, contribue à introduire le live. Vas-y, Marie. alors, si on est dans cette optique qu'on veut apporter quelque chose de sain et de pur à ceux qui nous écoutent, et je ne me prétends pas au-dessus de personne, d'accord, Mhm. mais moi, je suis pour la vérité. Oui. Et j'ai relu le premier chapitre. Je n'ai pas lu la Mhm. préface parce que c'est ennuyeux, mais j'ai Tant relu mieux. le premier chapitre et je me suis mise dans la condition de l'écrivain. Oui. Et l'écrivain écrit d'une manière, alors pour qu'on puisse se mettre dans la peau de cet écrivain, Mhm. son langage, c'est un langage un peu comme ceux qui parlaient en temps des Louis XIV. Ils avaient un autre français, Oui. un français soi-disant plus évolué. Je ne sais pas si vous comprenez. Mhm. D'accord? Donc, dans sa description de langage, il y a beaucoup de mépris. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de notes. J'aurais voulu mettre ça Mhm. sur le groupe parce que je me suis dit, waouh, sur le coup, on ne voit pas vraiment qu'est-ce qui est derrière, ce qui est caché. Mais j'ai Mhm. relevé quelques petits points. Par Mhm. exemple, quand il dit, les primitifs égyptiens appelaient simple op, les primitifs. Donc, il y a déjà Mhm. une insulte déjà, qu'on est des Oui. primitifs. Enfin, qu'on était des primitifs. Il y a aussi, Mhm. par exemple, je ne sais pas si je vais pas trop être long, ne vous inquiétez pas. Par Non, vas-y. exemple, tout ce qui parle, par exemple, du fruit défendu, Mhm. donc j'ai noté. Alors, il dit dans ce paradis des fruits des arbres célestes, c'est comme si le paradigme égyptien est en train d'être entaché avec le paradigme des Occidentaux. Parce que tout ce qu'il a décrit, il expliquait comment les gens étaient en quelque sorte retournés. Vous savez, quand il dit ces âmes font des offrandes aux dieux et Oui. enfin, comment on dit ça? Doit guider par le Seigneur de la joie du cœur. Déjà, ça ressemble pas du tout à notre monde égyptien, à cette prisme égyptienne. On sent très bien que l'auteur essaie de modifier l'état d'esprit Absolument. même de toute cette science égyptienne qui était, même au niveau de ce qu'il est en train d'écrire. Par exemple, il parle des anges, il parle des glaives, et figurez-vous, en histoire, c'est bizarre, ça m'a rappelé un tableau européen, occidental, Oui. qui expliquait comment ils faisaient des sacrifices. Et comme Oui. par hasard, c'est exactement ce tableau-là, ça que ça décrit dans ce livre-là, au début du premier chapitre. D'accord? Quand il dit, alors, les êtres humains entiers pénètrent, et il y en avait un qui était habillé tout en noir, et il dit qu'il Oui. voltait dans les lieux funèbres, il figure les esprits impurs. Tout ce qu'il décrit justement au début du chapitre décrit en quelque sorte un fonctionnement occidental très barbare qui n'appartient pas du tout au prisme égyptien. D'accord? Soumettre avant la sépulture la conduite de toute personne. Alors, pour pouvoir justifier, bon, je peux pas tout lire parce que j'ai pas envie d'être trop long, pour pouvoir Oui. justifier la barbarie, par exemple, quand on a parlé des différents caveaux, enfin j'ai dit caveaux parce que c'est à notre échelle, Oui. mais aux différentes classes sociales qu'il fallait mettre les corps, je suis désolée, je n'ai pas envie de dire qu'il ment, mais j'ai envie de me dire, est-ce que ça représente ce que nous savons déjà à la base, de ce que nous, notre
notre idéologie ou bien notre conception même de la mort, Mhm, qui n'est pas vraiment la mort, qui a un mhm, au-delà. Est-ce que même, et je me dis, est-ce que ce sont pas ceux qui nous ont conquéris en quelque sorte, qui ont imposé ce fonctionnement-là, les fonctionnements sémites, ceux qui nous ont colonisés à un certain moment. Je ne me rappelle pas de quelle mhm, dynastie, justement, que les choses ont tourné mhm, de l'autre côté. Mais mhm. tout ce qu'il est en train de décrire glorifie en quelque sorte le fonctionnement de la barbarie occidentale et qui se mélange en quelque sorte à, à notre spiritualité, parce qu'il parle beaucoup de religion et nous Mhm. savons très bien qu'en Égypte, il n'y avait pas vraiment de religion. Donc, je Exact. ne sais pas comment on va mettre ça. Il parle de police, il dit il Mhm, tenait de la police et de la religion. mhm. Excusez-moi, je suis désolée. La police, déjà, c'est une sorte de milice. On va remplacer ça par milice pour ceux qui comprennent pas Mhm. vraiment la police. Une Ouais, sorte de milice pour justifier que les choses étaient très carrées et que même les Égyptiens mettaient en esclavage, parce que j'ai pu comprendre aussi qu'ils disaient qu'on mettait en esclavage les gens pour pouvoir construire les pyramides. Donc, quand on va lire le livre, mhm. je vais essayer, hein, quand on va lire le livre, comme vous dites, on va être dans l'esprit de notre ancestralité, mais tout en Absolument. sachant que derrière, on doit rester neutre, on doit rester dans l'originalité de notre ancestralité d'origine. Absolument. Parce que Absolument. faut comprendre que cet homme, ce n'est pas un mélanoderme, c'est un leucoderme. Non, Et je peux vous absolument. dire que dans tout ce que j'ai noté pas mal de petits trucs, hein, Mhm, il méprise en quelque sorte le noir d'une manière très, très subtile. Donc soyons mhm. attentifs aux mots et ne prenons pas tout en compte au premier degré. Allons derrière tout ça et on récupère seulement ce qu'on a réellement besoin. Voilà, Absolument. donc c'est ce que je voulais Merci beaucoup pour apporter. cette S'il belle faut, je introduction. vous verrai. Voilà. Merci à vous. Merci, merci une fois de plus pour cette introduction. Voilà, je voulais aussi ajouter que nous allons lire ces livres sous le prisme de la tradition africaine. Nous n'allons pas tomber dans leur piège. Nous savons exactement que ces gens du 19e, de la fin du 19e siècle, n'est-ce pas, étaient profondément racistes et qu'ils ont découvert en arrivant en Égypte que malheureusement pour eux, en tout cas, malheureusement pour eux, les anciens Égyptiens étaient noirs. Ils l'ont découvert et ça, pour eux, ça a été un choc parce que vous comprenez bien que Napoléon ne pouvait pas accepter que les gens qu'il a mis en esclavage, d'ailleurs, il a rétabli l'esclavage, il ne pouvait pas accepter que ces gens étaient noirs. Donc, c'est à partir de Napoléon, d'ailleurs, que la falsification vraiment extrême de l'histoire de l'Égypte antique, de l'Égypte a commencé. Parce qu'il a fait canonner, il a fait bombarder le nez du Sphinx. Parce que ce nez-là, c'est une marque déposée. Voilà, vous voyez ce nez-là. Voilà. Quand vous voyez ce nez, vous savez de quel peuple il s'agit. Donc, on va quand même poursuivre la lecture de ce livre parce qu'on va découvrir encore beaucoup d'autres choses. Hein. Voilà, on sera de temps en temps aussi autant choqué que, mais aussi on va apprendre beaucoup. Voilà, donc cet exercice, ce n'est pas forcément pour prendre pour argent comptant ce qu'on va lire, mais c'est pour pouvoir en déduire, n'est-ce pas, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la spiritualité effective et les similitudes que nous retrouvons dans les cultes profonds de l'Égypte antique, les cultes des morts, les cultes et les divinités égyptiennes, et ce que nous pratiquons dans nos villages. Voilà, donc pour ouvrir la lecture, je vais rapidement mettre une petite chanson. Voilà, je crois que je vais mettre cette chanson-là. Comme tous les dimanches, je vais reprendre l'éducation. Le titre de cette chanson, c'est Maman, je brûle. L'air, je brûle de l'intérieur. Préférez vous savez.
Et juste, ressentais juste cette connexion. Et je dois dire la plus proche. C'est notre funéraire. Voilà. Maintenant que nous nous sommes chargés en énergie positive, on va commencer le travail. C'est vraiment merci encore à la reine, hein, parce que elle nous a mis la puce à l'oreille et on va absolument faire attention. Je crois qu'on s'est arrêté au chapitre 5. Je ne vais pas relire le chapitre 4 comme je l'ai fait pour le livre des morts. Voilà. Je vais juste lire les notes du chapitre 4. Voilà. Ici, on a le temps du deuil étant passé, Joseph dit au chef de service près de Pharaon, si j'ai trouvé grâce devant vous, je vous prie de représenter au roi que mon père m'a dit. Vous voyez que je me meurs, promettez-moi avec serment que vous m'ensevelirez dans une sépulture que je me suis préparée au pays de Canaan. J'enlèverai donc le corps de mon père pour l'aller ensevelir, et je reviendrai. Pharaon lui dit, enlevez le corps de votre père et ensevelissez-le selon que vous y êtes engagé par serment. Voilà. Ici, on nous parle de Joseph, n'est-ce pas, qui aurait été un Hébreu qui a été gouverneur en Égypte antique. En tout cas, je n'ai pas trouvé de la documentation sur ce personnage, mais le monsieur qui a écrit ce livre a pris cet exemple pour démontrer que ces peuples-là étaient bien accueillis en Égypte antique. De un, ils étaient bien accueillis et apparemment, il est parti, n'est-ce pas, en se basant aussi sur des textes bibliques, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre en exergue ce qu'il souhaitait mettre en avant. Voilà, ce qu'il souhaitait faire comprendre. Bon, nous, on a compris que c'est de la marmaille, mais on va poursuivre la lecture tout en faisant attention. Voilà, donc, après avoir lu ces quelques mots, vous comprenez bien que dans le chapitre précédent, en effet, il était question de faire allusion aux Hébreux, n'est-ce pas, de la Bible. Voilà, pour démontrer que, voilà, effectivement, ils ont vécu en Égypte et qu'ils ont pratiqué, n'est-ce pas, les traditions africaines. Voilà. Chapitre 5. Les ateliers de momification. Aujourd'hui, qu'en parlant de l'après-funéraire que les Égyptiens donnaient à leurs morts, nous pouvons d'un trait de plume momifier les myriades d'Égyptiens sortis des 60 siècles et plus qu'a vécu l'antique Égypte. Nous faisons assez bon marché de soins et des embarras que nécessitait une pareille appropriation, non pas pour les familles qui n'avaient chacune que leurs besognes individuels et accidentels à faire à l'occasion de la mort de l'un des leurs, mais pour la corporation, aux bons offices de qui était remis l'accomplissement dans tous ces détails de l'œuvre de la momification pour les masses générales des citoyens. Cependant, nous reportons au temps, au lieu et aux circonstances, nous cherchons à nous rendre compte de ce que dut être le travail exigé pour la transformation en momie de tous les morts journellement fournis par une grande ville, Memphis par exemple. Nous serons effrayés de l'activité dévorante qui devait régner aux abords des hypogées. Diverses circonstances disent en effet que c'est là
que furent établis les vastes appareils dont l'ensemble constitue ce qui peut être nommé les ateliers de momification. 2. Les catacombes publiques, qui étaient le lieu de dépôt général de toutes les momies qui ne trouvaient pas d'asile dans les familles ou qui cessaient d'y trouver asile, ne pouvaient être ouvertes à tous, tout venant ni bordées immédiatement de propriétés particulières ou de chemins bruyants, dont la trop grande proximité put, en certains cas, devenir une insulte à l'asile des morts. Pour éviter autant que possible les circonstances même fortuites de sacrilège, les catacombes devaient donc être précédées et entourées d'un terroir assez étendu qui en fut une dépendance sacrée. La colline circulaire qui entoure les ruines de la nécropole de Saïs est certainement formée des débris du mur de circonvallation qui, aux temps anciens, couvait les abords de cette nécropole. Bon, ici nous avons quelques notes. Je ne sais pas si je dois les lire. Je crois que je vais laisser les notes, à part si vraiment il y a nécessité d'expliquer des mots qui auraient été compliqués à comprendre. Voilà, ici je vois par exemple le 16 septembre à 1h du matin. Voilà, ça c'est pas intéressant. Donc nous poursuivons. Le lac qui, creusé de main d'homme, enveloppait Memphis à l'ouest et au nord, s'interposait entre la ville et les hypogées. Et la dérivation du Nil qui l'alimentait se nommait Achéron ou Achéron. Malgré les bouleversements sans cesse renouvelés, donc, le territoire de Thèbes a été le théâtre depuis 20 siècles. On voit encore sur la partie de ce territoire assise à gauche du Nil les traces d'un canal ou d'un ruisseau qui a dû servir à isoler les hypogées. Ces circonstances locales prouvent bien que les catacombes étaient préservées du contact immédiat de la foule par des limites positives. Et les convenances veulent qu'il y ait eu, au-delà des limites tracées, un espace qui éloigna de l'asile des morts les agitations tumultueuses de la vie. Ici, nous avons encore des notes que vous allez lire. Hein. Ceux qui ont besoin de la documentation, cliquez sur le lien dans ma bio et vous allez trouver le livre. Il est publié dedans. Voilà. Bien, Memphis est situé au point le plus serré de la vallée du Nil, sur la rive gauche du fleuve. Un lac formé des eaux du fleuve l'environne au nord et à l'ouest. Voilà. Ici, c'est expliqué un peu d'après Hérodote. Hein. Voilà. Bon, on va poursuivre. La partie 3. L'atelier de momification est comme le bureau frontière entre la vie et la mort. Où asseoir une telle officine plus convenablement que le territoire intermédiaire entre la ville et les hypogées. Ce fut donc, c'est à n'en pas douter, au-delà de l'enceinte, sur le terrain réservé, qui serait comme l'Hieron des hypogées, et à l'air libre que furent établis pour les centres populeux tels que Thèbes, Memphis, Saïs, les appareils nécessaires à la momification. Pour bien comprendre l'importance qu'eut de toute nécessité le service de l'après des corps pour l'éternité, il importe de connaître les exigences auxquelles il avait à satisfaire. Je rappelle ici que le mot hieron va être expliqué en bas, tout comme le mot après avec accent circonflexe. On en a déjà parlé hier. Les services de l'après du corps, c'est-à-dire du travail qui sera fait sur le corps. Bien, on poursuit. Partie 4. Memphis, puisque nous avons pris tout à l'heure cette ville pour exemple, avait une étendue à peu près égale à celle de Paris avant l'annexion de sa banlieue. À cette époque parue
renfermait une population dont le chiffre avoisinait 1 million d'habitants. Sur la base de l'étendue, ce serait donc alors à peu près à ce chiffre que devrait être évalué celui de la population de Memphis s'il n'y avait lieu de le réduire beaucoup parce que les maisons égyptiennes paraissent ne point avoir eu plus d'un étage et que les villes de l'Égypte renfermaient de grands jardins. Mais comme d'un autre côté, les familles égyptiennes furent toujours fort nombreuses, il semble qu'en comptant à 500 000 le nombre des habitants qui peuplaient Memphis au temps de sa grandeur, on se trouvera être plutôt au-dessous qu'au-dessus de la vérité. La proportion de la mortalité à Memphis calculée sur celle de la mortalité à Paris, ce qui est une très grande faveur pour Memphis, vu l'époque, les ressources de la science médicale et le climat donneraient par jour en moyenne de 35 décès. Si à ce chiffre de 35, nous ajoutons pour la mortalité journalière de la banlieue de Memphis 5 décès, il se trouvera que chaque jour, une moyenne de 40 cadavres à préparer était présentée aux portes aux préposés aux momifications. C'est déjà une besogne considérable que 40 cadavres à accommoder dans les conditions que nous savons. Cependant, ce n'est pas tout. L'après de chaque momie, devant durer 70 jours, c'est en réalité en présence de près de 3000 cadavres que se trouvaient constamment les momificateurs. 3000 cadavres à des degrés divers de préparation. Ce n'était pas là sans doute un service qui se put accomplir à l'étroit. L'installation en devait être au contraire immense et fort compliquée. Ici, les dalles longues et répétées sur lesquelles les parachistes ouvraient les corps pour en extraire les entrailles, celles sur lesquelles ils étendaient le corps qu'ils devaient injecter de résine, celles enfin sur lesquelles ils expurgeaient le ventre des corps à momifier selon les rites de la 3e classe. Tout près de là se trouvaient sans doute les dalles sur lesquelles les colchites opéraient les embaumements spéciaux. Il fallait là tout un monde de poterie pour recevoir la cervelle, les yeux, le cœur et les entrailles des morts. De telles opérations nécessitaient des rivières d'eau courante, balayant incessamment le sang et les matières putrides qui s'échappaient des cadavres. Pour tenir en ébullition constante les résines indispensables à la momification, des fourneaux devaient être toujours flambants. Pour tenir 3000 cadavres continuellement plongés dans le natron, il fallait des piscines immenses et nombreuses. Pour fournir le tissu des bandelettes, il fallait des fileuses et des métiers à tisser nombreux et en perpétuelle activité comme la vie et la mort. Par les canaux, le Nil donnait toute l'eau nécessaire aux ablutions et le lac de Natron de la Basse-Égypte alimentait aussi par des canaux les piscines de momification. Mais pour que l'eau du Nil et le natron puissent convenablement remplir leurs offices, je crois que c'est puissant. Voilà, la sœur a rappelé, tout à l'heure que les mots sont parfois des mots anciens. Voilà, donc c'est une lecture du 19e siècle. Donc, soyez indulgents. Voilà. Il y a une demande. Et les reines, même si vous êtes descendus, vous pouvez gérer toujours étant en bas. Voilà. Il y a Mapoubi qui va remonter. Voilà. Il y a le frère Camara qui a demandé aussi à monter. Donc, je vais le laisser monter enfin. Et Lovely est aussi descendue. On verra si elle souhaite remonter. Voilà. Donc, il fallait, pour qu'il en fût ainsi, que l'eau du Nil et le natron fussent portés en quantité considérable à une élévation déterminée par les besoins du service. Ces deux conditions étaient remplies à l'aide
de machines hydrauliques dont l'usage remonte au premier temps de l'Égypte. Ces machines sont la sakieh des Arabes égyptiens, la Nora primitive, si connue de nos maraîchères. Bon, il y a ici quelques notes. On a parlé du premier mot qui était, je vais le retrouver rapidement. Il y avait un mot là. Je vais voir si je retrouve le mot pour pouvoir l'expliquer. Voilà, achéron. Je crois, voilà, c'était le mot achéron. C'était le mot achéron. On va retourner, voir les notes. C'est un travail que vous allez faire quand vous allez vous-même lire le livre. Hein, ce sera plus facile. Voilà, donc le premier mot. Les Égyptiens arrosaient leurs terres en tirant de l'eau du Nil à l'aide de machines et la répandaient dans des rigoles pratiquées pour la conduire dans les champs et dans les jardins. Voilà. D'ailleurs, ce texte se retrouve dans Deutéronome. Voilà. Bizarre. Le mot noria, par lequel nous désignons en français la... Voilà. Et puis, il n'y a pas de suite. Voilà. Terrible. Voilà. Ce sont des copies que nous sommes en train de lire. Hein, donc, soyez indulgents. On va poursuivre. Les Arabes la tiennent aujourd'hui pour aussi ancienne que leur père Abraham, de qui ils assurent l'avoir reçu. Abraham a pu, en effet, leur emporter l'idée en revenant d'Égypte. Cette machine y existait depuis longtemps quand il y vint. Des siècles et des siècles avant l'époque où vécut Abraham, les Égyptiens avaient dû, à l'aide de treuils, élever successivement et jusqu'au sommet des pyramides, les énormes assises de pierre dont elles sont faites et celles qui les couronnent. La noiria primitive, c'est-à-dire donc cet appareil-là, c'est le treuil élevant. Au lieu de blocs de pierre, des vases remplis d'eau. La noira est mise en mouvement par une roue sur l'axe de laquelle chemine une chaîne sans fil à laquelle sont attachés de distance en distance des petits seaux en poterie qui vont successivement se remplir dans des bassins inférieurs de l'eau qu'ils doivent élever. La roue se meut verticalement, sa valeur dynamique dépend de l'ampleur de son diamètre. Plus son diamètre est grand, plus le rayon, c'est-à-dire le levier, a de force. La quantité d'eau et de natron indispensable au service de momification dit que Noira des hypogées durent être fort puissantes, nombreuses et en perpétuelle activité. 7. À tout prendre, ces vastes et lourdes machines à faire constamment mouvoir ne devaient point trouver sous le soleil brûlant de l'Égypte. Beaucoup de bras enthousiastes, aussi faut-il bien se garder de croire qu'une telle besogne s'effectuait par l'action du travail libre. Il n'est pas de nation si sage et si policée qu'elle puisse être, qui ne renferme dans son sein des êtres déchus auxquels la vindicte publique a mission de faire expier les crimes qu'ils ont commis. L'empire des pharaons a, comme tout autre, été infecté de cette plaie sociale. Ici, il parle de l'esclavage. Bon, voilà. La sœur avait vraiment raison. Et si la plus simple expérience du monde ne suffisait pas pour faire comprendre qu'il a dû en être ainsi, l'existence de lois pénales au service de l'Égypte pharaonique serait une attestation péremptoire du fait. Au nombre des châtiments édictés comme sanction des lois pénales de l'Égypte était celui des travaux forcés. Parmi les travaux que devaient exécuter les forçats de l'Égypte, Hérodote range l'exhaussement du sol de la ville de la Basse-Égypte, la confection et l'entretien des canaux des chaussées. Mais de même qu'il y ait des degrés dans le crime,
il devait y avoir des degrés de châtiment. Et aux plus grands criminels étaient sans doute réservés les travaux les plus pénibles. Bon, je vais peut-être donner une explication. Moi, je pense pas que les criminels, je pense que les criminels devaient rembourser, hein, payer une certaine dette. Et que peut-être pour cela, ils étaient soumis peut-être à des travaux d'ordre public. Voilà, ce n'est pas de l'esclavage. Ça, vraiment, je n'en déduis pas que c'était de l'esclavage. Si vous avez été criminel à la société, alors vous êtes condamné à travailler pour cette société-là. Voilà. C'est différent de l'esclavage. Parce que pour l'esclavage, vous n'avez rien fait. On vous attrape et on vous soumet à l'esclavage. On va quand même poursuivre ce chapitre jusqu'à la fin. En outre des travaux d'exhaussement du sol des villes de la Basse-Égypte, du creusement des canaux de leurs entretiens et de celui des chaussées qui les bordent, travaux exécutés au milieu des populations et sous le charme du spectacle de la vie et de la nature, il y en avait d'autres à faire chaque jour en Égypte dans des conditions bien autrement pénibles. Ainsi, les travaux des hypogées exécutés dans un milieu où tout parlait incessamment de la mort et dans les conditions qui devaient nécessairement user rapidement les hommes, les travaux forcés aux hypogées ne pouvaient être que les partages des plus grands criminels. Ces travaux, tous fort pénibles, étaient d'ailleurs nombreux et variés. À ciel ouvert, sous un soleil torride, c'était la mise en mouvement de la roue des noréas, l'entretien et le nettoiement des canaux de conduite des eaux du Nil et du Natron, l'entretien et le nettoiement des canaux d'écoulement des eaux souillées par la matière putride issue des cadavres, les blocs de pierre et les décombres extraits des catacombes à aménager chaque jour, car ça et là, sur les points désignés du territoire dépendant des hypogées. Dans les galeries souterraines, les travaux n'étaient ni moins actifs ni moins pénibles. C'était en effet dans le roc que piochait constamment une partie des forçats employés aux travaux souterrains. Tandis que d'autres, toujours sous la charge, poussaient lourdement les roches détachées du fond des galeries vers la sortie des catacombes. On y portait, où y portait des décombres qui produisaient sans cesse la sape des mineurs. C'était d'ailleurs dans toutes les parties des hypogées des travaux incessants et accablants. L'emploi des grands criminels aux pénibles travaux des hypogées, suffisamment indiqués par les lois de la justice, les règles du bon sens et de la raison, n'est sans doute jusqu'ici qu'une hypothèse exacte. Oh, voilà. Qu'une hypothèse, mais cette hypothèse, en expliquant de la façon la plus satisfaisante le récit de la visite d'Orphée aux enfers, dès longtemps accueillie comme une fable, prend tout de suite la valeur positive de la réalité, en même temps qu'elle redresse les idées trop arrêtées que, sur le récit d'Orphée et des poètes de l'Antiquité, nous nous sommes faits de l'enfer des anciens. Bien, nous avons lu le chapitre 5 et je trouve il faut être très prudent en lisant ce livre. Il faut vraiment être prudent parce que voilà, on a tendance la sœur l'a expliqué tout à l'heure, la reine l'a expliqué tout à l'heure qu'elle a eu cette impression et je l'ai également en lisant ce chapitre. Voilà, ils essayent de faire croire que ceux qui travaillaient étaient des gens qui étaient soumis aux travaux forcés uniquement. Mais il faut savoir que les gens qui doivent s'occuper de la purification des corps des défunts sont des initiés. Ils ne sont aucunement des esclaves. Voilà. Donc, ceux qui auraient été condamnés aux travaux forcés, n'est-ce pas, sont ceux qui s'occupaient uniquement à acheminer de l'eau, du natron, etc.
Voilà, ceci étant dit, le chapitre 6 parle de Orphée aux enfers, Orphée et Eurydice. Voilà, ils ont pris l'histoire de Orphée et Eurydice pour démontrer que c'était quasiment un plagiat de l'histoire de l'Égypte antique. Mais je pense qu'on va peut-être accueillir le frère Camara et avec lui, on va voir si c'est nécessaire de poursuivre cette lecture. Peut-être que cette lecture ne me semble plus très inspirante. Je vais voir en bas. Voilà, les reines sont encore là. Je vais d'ailleurs les faire remonter et on va voir avec elles si c'est vraiment nécessaire de poursuivre. Bienvenue, frère Camara. Otep le frère. Oui. Otep, on t'entend pas très Otep le fort. frère tard. Là, vous m'entendez mieux maintenant? Oui, là, ça va un peu, mais tu aurais pu poser un peu le temps. Oui, Otep la famille, Otep à tout le monde. Otep, frère. Déjà, si je voulais rajouter quelque chose, c'est vrai, ce sentiment-là, nous l'avons tous. Hein, il ne faudrait pas qu'on se montre, on a tous ce sentiment-là. Mais déjà, comme je l'ai dit hier, j'espère que tout le monde va le comprendre. On lit un texte qui a été écrit par des personnes d'un autre temps et d'une époque aussi, là où le racisme existait réellement. Donc, soyons dans l'intellect pour ne pas perdre aussi l'enseignement qu'on pourrait obtenir aussi de ce truc, de ce livre en fait. Parce que bien vrai que il y a des énigmes, il y a des pièges qu'ils font juste pour nous dégoûter, pour ne pas qu'on puisse aller jusqu'au bout. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse aller jusqu'au bout, terminer le livre et tirer une conclusion. Merci, ce qui permettra à tout le monde de savoir et faire la conclusion avec le livre des morts aussi et savoir quelles sont les similitudes véritables et qu'est-ce qu'il y a de plus à ajouter. Merci pour cet apport. Merci pour ce point de vue. On va demander aux reines ce qu'elles en pensent. Reine Mapoubi. Je ne sais pas si tu peux déjà intervenir. Hein. Pardon? Je ne sais pas si tu peux déjà intervenir comme tu étais un peu occupé. Oui, ça va, je vous écoute, j'ai les écouteurs. D'accord. Du coup, voilà, j'ai retiré pour ne pas faire du bruit, quoi. Du coup, moi, je pense qu'il ne faut pas se décourager. Le devoir est très intéressant. Je vais feuilleter certaines pages. Vous allez voir, on va élever. Il va parler vraiment de la divinité, là. Ce qu'il explique là, c'est juste peut-être lui aussi pour donner son point de vue, peut-être, je pense. Absolument. Il a un peu décrit à sa façon. Mais dans ce livre, vous avez donc il y a plein de choses intéressantes à l'intérieur. Je peux pas tout dire, sinon, je peux pas dire parce que sinon les gens vont tout connaître. Il faut qu'on découvre tous, quoi. Mais sinon, moi, je suis pour qu'on continue. On ne doit pas se décourager juste par les descriptions qu'il fait, quoi. Oui. Puisque ce qui est devant est plus important. Absolument. Merci également. Alors, on va écouter la reine Lovely d'amour. Et si on devait passer au vote, je crois que le vote serait déjà en fait clair. Oui, Otep à tous. Alors, cette partie, effectivement, je l'avais déjà anticipée au niveau de la lecture. Et comme je vous ai dit au début, vous avez vu la fameuse machine qui permet d'acheminer. Je sais pas au niveau, je sais pas si c'est la momification ou bien si c'est pour nettoyer, voilà. C'est pour nettoyer. Ils expliquent bien dans le livre que c'est les Arabes égyptiens qui avaient cette machine qui depuis des années avant même. Alors vous comprenez bien qu'ils essaient de s'approprier un peu l'histoire, même les machines, pour prouver qu'ils étaient là bien avant nous. Absolument. Donc, faisons attention, comme disait le roi Kaya. Filtrons un peu les informations parce que, comme il dit, c'est l'ère vulgaire. Le langage même, c'est un langage vulgaire. On appelle ça l'ère vulgaire, l'ère des Occidentaux et des Sémites. Donc, le mépris est très déguisé dans ce qu'on dit. Mais restons focus sur ce qu'on a récupéré dans ce livre. Et moi, je suis pour aussi qu'on puisse continuer le livre jusqu'au bout. Bravo. Voilà. Bravo. Ben, je vais applaudir pour nous tous parce que j'avais au fond de moi le souhait
vous soyez tous pour qu'on continue. Voilà, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on a à retirer de voilà, de cette compilation de falsification. Voilà, donc je suis du même avis que vous. Donc, du coup, on va poursuivre au chapitre 6. Et désormais, je vais dire les parties 1, 2, 3, 4. Voilà. Comme ça, pour ceux qui ont le livre, ceux qui n'ont pas encore le livre, allez dans le groupe. N'est-ce pas? Le lien est dans ma biographie. Allez dans le groupe et demandez là-bas qu'on vous envoie le livre. Parce qu'il y a forcément toujours une personne qui est là-bas connectée. Voilà, au cas où vous ne voyez pas le livre. Voilà, donc on va lire le titre du chapitre 6 et je vais essayer de m'appliquer un peu plus, hein, parce que comme ce sont des photocopies, parfois c'est pas très clair. Donc voilà, je prends parfois un peu de temps pour bien lire. Voilà, le chapitre 6 parle le titre c'est Orphée aux enfers. Orphée et Eurydice, voilà, Eurydice. Orphée aux enfers, Orphée et Eurydice. Partie 1. À part celle des médecins et des marquis, il n'est point de classe de citoyens plus calomniés que les poètes. Ils sont pourtant de tous les hommes ceux qui ont le plus le droit de mentir, puisqu'ils sont censés mentir le plus agréablement pour qui les écoute. Malgré ce droit de mentir qui leur est reconnu, mais reproché, il paraît chaque jour un peu plus certain que les poètes sont de tous les hommes ceux qui ont le moins menti et qui mentent le moins. Depuis tantôt 3000 ans, on n'accueille qu'avec un sourire d'incrédulité le récit de la descente d'Orphée aux enfers. Il semble aux yeux de tous que le poète ait voulu mentir aux hommes et aux dieux, et on le traiterait volontiers de visionnaire si on ne préférait croire qu'il n'existait jamais et que le récit, mis à son compte, n'est que le résumé de commérages sortis de la cervelle de quelque fou, au demeurant assez bon diable. Rien ne s'oppose cependant à ce qu'Orphée ait existé. Et s'il a existé, rien ne s'oppose à ce qu'il soit descendu aux enfers. Rien ne s'oppose même à ce qu'il y ait revu sa chère Eurydice. Il s'agit seulement de s'entendre. Ici, comme ailleurs, la vérité est au bout des mots qui interprètent sainement les faits. 2, partie 2. Au temps voisin de celui où les Grecs entreprirent la guerre de Troie, à peu près à l'époque où, pour la 4e fois, le peuple de Dieu fut réduit en servitude. Je vais rapidement donner la signification, lire quelques notes ici. On place l'année 1249 avant l'ère vulgaire, la naissance d'Orphée. Voilà, donc ici, il s'agit vraiment du XIIIe siècle avant l'ère romaine. Hein. Ça correspond aussi à la période où Moïse aurait existé, sous Ramsès II, pour bien vous situer. Voilà, ici on parle aussi, une note, on parle de Cicéron, de Natura Deorum, bon ça va. L'an 1218 avant l'ère vulgaire. Voilà. Moi j'estime que l'ère vulgaire c'est l'ère romaine. Si quelqu'un a d'autres informations sur le panel, que la personne ouvre le micro pour le signifier. Soit l'ère vulgaire, c'est à partir des invasions grecques à Kemet, soit c'est à partir des invasions romaines. Voilà. Donc, ce sont les quelques notes que j'ai voulu lire. Donc, je vais relire la partie, le paragraphe 2. Au temps voisin de celui où les Grecs entreprirent la guerre de Troie. Voilà, la guerre de Troie d'ailleurs, c'est l'an 1218 avant l'ère vulgaire. Donc, c'est vraiment longtemps avant l'ère romaine. Voilà, donc j'avais dit vrai. Au temps voisin de celui où les Grecs entreprirent la guerre de Troie, à peu près à l'époque où, pour la 4e fois, le peuple de Dieu fut réduit en servitude.
en punition de son crime d'idolâtrie sans cesse renouvelé, sous l'un des premiers rois de la 20e dynastie des pharaons, Orphée visita l'Égypte. Il s'établit à Thèbes, où il paraît avoir résidé plusieurs années. Grâce au secret qu'ont tous les hommes de génie d'attirer à soi les esprits d'élite, Orphée se trouva bientôt en communion directe de pensée et de sentiments avec les sages de Thèbes. Si bien qu'un jour, dit Diodore de Sicile, il fut au collège des prêtres initié pour eux au mystère d'Osiris. On sait que l'initiation au mystère était autrefois, en dehors des cérémonies plus ou moins fantasmagoriques qui l'accompagnaient, la révélation aux initiés des raisons secrètes qui motivaient les pratiques particulières au culte de chaque divinité. L'initiation d'Orphée au mystère d'Osiris, faite dans ces conditions, créait donc entre lui et les prêtres des Égyptiens une sorte de confraternité qui le mettait à leur niveau et lui donnait, comme à eux-mêmes, toute liberté de fréquenter les lieux consacrés. Osiris, dans les mythes égyptiens, est le roi de l'Amanti. L'Amanti est le séjour des morts, l'empire d'en bas, en latin inferi loti, ou simplement inferi, le lieu inférieur, l'enfer. Enfin, mot qui, par son origine, tout à fait innocent du sens absurde et impossible qui lui est venu, désigne ici tout simplement et bien clairement les hypogées. Qu'Orphée, initié au mystère d'Osiris, se soit donné la satisfaction d'explorer minutieusement l'empire de la divinité symbolique, il n'y a là rien que de fort vraisemblable, rien que de fort raisonnable. Il est donc croyable qu'Orphée est descendu aux lieux inférieurs, aux enfers, et tout le monde le peut croire et être dans le vrai. Bien, vous avez bien compris ici que la région inférieure dont nous parlons depuis ici, là, c'est ce que eux ils appellent enfer. La période des tourmentes. C'est ça que eux ils ont traduit par enfer. Voilà. Ils n'ont pas vu plus loin que enfer. En tout cas, on va y revenir. Il est donc croyable qu'Orphée est descendu au lieu inférieur, aux enfers, et tout le monde le peut croire et être dans le vrai. Dans ces détails, le récit fait par Orphée de sa visite aux enfers n'est pas moins croyable en tout point que le fait de sa descente. On peut s'en rendre compte en effet. Il fallait, pour aller de la ville aux hypogées, traverser le lac ou les ruisseaux qui s'interposaient entre eux. Charon et sa barque seront le notonnier et la nacelle à l'aide desquels Orphée traversera le lac. Le lac ou le ruisseau qui sépare le territoire de la ville de dépendance des hypogées. Les ombres des mortels privés de sépulture et pour cela errant sur les bords des Styx seront les momies qui, dans les chambres de dépôt, attendent que les frais de leurs apprêts soient payés. Le courant d'eau de Natron sera le lété. L'eau souillée par le nettoiement des cadavres sera le cocyte, fangeux et nauséabond. Les fourneaux flambants et les chaudières de résine ou de bitume en ébullition seront les plégétons. Les nombreux canaux d'écoulement qui coupent le territoire des hypogées seront le Styx, replié 9 fois sur lui-même. Le bois sacré qui couvrait les premières pentes de la montagne libyque sera l'Élysée et les tombeaux particuliers qui s'y trouvent, les ombres des hommes vertueux qui l'habitent. Je reprends cette phrase. Le bois sacré qui couvrait les premières pentes de la montagne libyque sera l'Élysée
et les tombeaux particuliers qui s'y trouvent, les ombres des hommes vertueux qui l'habitent. Les 3 parcs se trouveront dans les femmes qui filent, qui tissent et coupent la toile dont sont faits les bandelettes. Le forçat de la roue de Noria, ce sera Ission. Celui qui roule les rochers, qui se représente incessamment à sa sortie des hypogées, ce sera Sisyphe. Tantale sera le malheur préposé au courant du natron. Il aura soif et avec l'eau sous ses lèvres, il ne pourra se rafraîchir. Les titans, accablés sur le poids des montagnes en punition de leurs tentatives contre les dieux, seront les forçats mineurs des galeries souterraines des hypogées. Dans Cerbère, nous aurons les chiens, guides et gardiens dont il sera parlé à propos d'Anubis. Ainsi s'affirme, en se contrôlant mutuellement, et la restitution faite aux hypogées des ateliers de momification et l'exactitude quant au fond du récit de la descente et de la visite d'Orphée aux enfers, récit qui a servi de modèle à tous les récits de même sorte que lui sont postérieurs. Donc ici, on explique que tous les récits qui font allusion à l'enfer sont basés sur le culte de l'Égypte antique. En fait, c'est ça en gros. Voilà, donc on poursuit. Pour ce qui est des noms propres qui se trouvent mêlés au récit d'Orphée, on sait assez qu'ils sont ceux de quelques scélérats couronnés que le poète a entendu stigmatiser et vouer à l'infamie. L'aventure touchante d'Eurydice, il y a une traduction, Ridiviva, c'est-à-dire renaissante. Donc, l'aventure touchante d'Eurydice emprunte également aux mœurs des hypogées ces témoignages d'authenticité. Par eux, cette aventure est vraie, vraie de cette vérité poétique qui fait revivre nos amis je reprends cette phrase, par eux, cette aventure est vraie. Vraie de cette vérité poétique qui fait revivre nos amis dans les restes chéris qui nous les rappellent. Eurydice, revue par Orphée aux enfers, est tout aussitôt perdue pour lui sans retour. C'est le corps embaumé, momifié, et celle qu'il avait tant aimée, qu'il lui fut accordé d'aller voir aux hypogées et qu'il y put reconnaître. En fait, ils sont en train de nous expliquer ici que Orphée a été initié, un peu comme ceux qui veulent aller se faire initier en Afrique. Quand vous vous faites initier, on vous fait voir vos entités. On peut même vous faire voir vos défunts. C'est de ça qu'on parle ici. Maintenant, est-ce que Orphée a effectivement été initié par les prêtres égyptiens? Est-ce que c'était des prêtres égyptiens du temple d'Amon ou bien c'était des prêtres égyptiens qui étaient déjà dans un syncrétisme? Ça, je ne vois pas encore, voilà, une explication quant à ce fait. Mais retenons ici que on parle bien ici de l'initiation.